Donc, en fait, je vais vous parler de votre futur parce que c'est véritablement quelque chose qui grimpe. On traite en hématologie de façon générale de plus en plus les sujets âgés et c'est encore plus vrai en greffe. Et il faut comprendre que ce n'est pas tout à fait la même chose et que ça va être important. Et moi, mon challenge, ça va essayer de ne pas déborder. Voilà, je n'ai pas d'éléments particuliers à déclarer. Ça a été dit, la greffe à 60-65 ans d'ancienneté, ça rentre dans le cadre des sujets âgés et c'est quelque chose qui a évolué au cours du temps de façon tout à fait intéressante. Ça a commencé en 1957 avec le premier rapport de Donald Thomas qui lui a valu le prix Nobel en 1990. Et donc, il y avait à ce moment-là une poignée de visionnaires qui n'avaient pas toutes les connaissances, mais la volonté d'avancer du fait de la gravité des maladies, et notamment Georges Mathé, qui a développé le concept d'immunothérapie allogénique adoptive, alors que même on n'avait pas les éléments immunologiques pour véritablement le comprendre. Deuxième point important, ça a été la découverte ou la caractérisation du système HLA par Jean Dosset et aux Pays-Bas par l'équipe des Pays-Bas, et la première greffe allogénique à partir d'un donneur HLA identique a été rapportée par Dean Buckner à Seattle en 1971. Et puis, il y a eu une évolution de plein de choses pendant cette période de temps jusqu'à arriver à des side products que sont les CAR-T-cells à l'heure actuelle. Donc, c'est quelque chose qui est toujours en train d'avancer. Il y a eu beaucoup d'éléments importants, et j'en ai cité que quelques-uns, qui ont marqué l'évolution de la greffe. Le type des donneurs à partir de donneurs volontaires, on en a parlé. Les DELI, on vient d'en parler. L'utilisation de cellules souches périphériques aussi, on en a parlé. L'utilisation de conditionnements moins toxiques, la meilleure caractérisation du typage HLA, et c'est très important, et les greffes haplo sans tédéplétion. Et l'impact que ça a eu sur l'activité de greffe a été très important. Ça, c'est l'activité de greffe à Marseille. Et vous pouvez voir que ça a augmenté progressivement, mais c'est surtout les 3 derniers éléments qui ont fait un changement dans l'activité de transplantation. Et pourquoi? Parce que ça a permis de traiter des patients plus âgés. Ici, c'est l'évolution de l'âge. En bleu, vous voyez la médiane d'âge des patients que l'on a le greffe à Marseille. Et vous pouvez voir ici que dans les années 80, on traitait des patients qui avaient moins de 30 ans. C'est globalement ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle, même s'ils sont en train de progressivement monter. Et actuellement, la médiane d'âge dépasse les 60 ans. Et vous voyez que pour passer d'une décade à l'autre, il a fallu presque 10 à 12 ans pour pouvoir avancer, que la progression était un peu plus rapide ici. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, quand on regarde la proportion, l'âge des patients et les différentes proportions des différentes tranches d'âge chez les patients greffés, vous pouvez voir que chez nous, 60% des patients ont un âge de plus de 55 ans et plus de 50% ont un âge de plus de 60 ans, ce qui représente une activité complètement différente. Et ceci va avoir son importance et je vais vous l'expliquer dans la suite. Alors, pourquoi considérer la greffe allogénique chez les patients les plus âgés? Parce qu'à l'heure actuelle, et malheureusement, ça reste un problème médical qui n'est pas du tout solutionné, le traitement des patients les plus âgés. La plupart des cancers surviennent chez les patients les plus âgés. Ça, vous le savez. Vous voyez ici, par exemple, dans le CIR, entre 2011 et 2015, la médiane d'âge des patients était de 66 ans et 70% des patients avaient plus de 55 ans. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que ça progresse. Dans une évaluation plus récente, vous voyez que l'âge médian a monté et que la proportion de patients plus âgés a aussi augmenté. Et ça ne va pas s'arrêter. Une étude qui a été réalisée en 2009 sur la prédiction de ce qui allait se passer dans les 15 ans, dans les 20 ans qui allaient suivre, montre que le nombre de leucémies allait augmenter, surtout chez les patients les plus âgés. Et donc, ceci vous explique pourquoi on augmente l'activité, parce qu'on va traiter des proportions de patients de plus en plus âgés. Alors, quelle est la réalité du traitement des patients les plus âgés porteurs de LAM? Il est intéressant de regarder, ce n'est pas une étude si ancienne que ça, en 2015, où il a été regardé sur près de 9000 patients, quelle était la proportion des patients avec leucémie aiguë qui étaient traités ou qui n'étaient pas traités.
Et c'est très intéressant de voir que la proportion de patients non traités chez les patients de 66 à 70 ans est de 1/3 des patients. Et graduellement, ça augmente en fonction de l'âge. Mais globalement, pour ceux qui actuellement sont considérés pouvant obtenir un traitement, vous voyez que 33 à 45% des patients ne vont pas recevoir de traitement. Et si cette proportion a changé, elle n'a pas quand même dramatiquement changé au cours des dernières années. Alors peut-être que maintenant, cela va plus dans ce sens-là, mais à cette époque, ce n'était pas le cas. Et ceci est dommage parce que les patients qui sont traités, qui reçoivent un traitement intensif, ce n'est pas uniquement la greffe allogénique, vont beaucoup mieux que les autres. Alors bien sûr, il y a du biais dans ce type d'études, mais c'est malgré tout quelque chose d'intéressant à avoir en tête. Dans une étude du CALGB qui est intéressante, ils se sont posé la question de savoir quel était le devenir des patients qui ne recevaient pas de greffe allogénique en première rémission complète, dans toutes leurs études prospectives où la greffe allogénique était indiquée. Et ils ont séparé les cohortes de patients en patients de moins de 60 ans et patients de plus de 60 ans. Et vous voyez, on en arrive à 1600 patients et presque 1 millier de patients ici, donc ce qui n'est pas négligeable. Première chose intéressante, c'est que le taux de RC en fonction de l'âge n'est pas le même. Ça, on s'en doutait. Chose que je trouve le plus intéressante, c'est que finalement, la survie des patients est nettement plus basse chez les patients qui ont plus de 60 ans quand ils ne reçoivent pas de greffe allogénique dans ces cadres-là, comparé sur les sujets de moins de 60 ans. Donc, véritablement, quand je parlais de problème médical non résolu, c'est véritablement sur la base de ces chiffres. Alors, la première des questions qu'on doit se poser, c'est de savoir si la greffe allogénique a une efficacité chez les sujets les plus âgés. Régnier, que vous venez d'entendre, pour le philo, a repris des patients qui avaient été traités dans 13 centres différents. C'est des patients entre 60 et 70 ans, des LAM en première RC, qui avaient tous une indication de greffe, qui avaient tous reçu une intensification de chimiothérapie, traités sur 10 ans, et c'est 7 centres et pas 13. Et il a regardé avec l'utilisation d'un statistique multi-État des patients. Donc, vous connaissez ce genre d'évaluation où tous les patients sont dans le même groupe au début, et on les met dans différents groupes au fur et à mesure de leur évolution, ce qui évite en partie un certain nombre de biais. Et donc, il a regardé le devenir de ces patients. La première des choses, c'est de réaliser que pas beaucoup de ces patients qui avaient une indication de greffe ont été greffés. Cette proportion a changé au fur et à mesure du temps, sur les 10 ans qui se sont écoulés, parce qu'on est passé de 31% à 46%. Et que la principale raison pour ne pas greffer ces patients, c'est le fait qu'ils n'ont pas été envoyés pour faire la greffe. Il y a bien sûr d'autres raisons, des rechutes précoces ou de non-volonté de patient, mais globalement, il faut avoir ça en tête. Donc, cela rejoint ce que je vous disais il y a quelques diapositives, tous les patients ne reçoivent pas les traitements adéquats. Et quand on regarde avec cette façon d'analyser les données, le devenir de ces patients, vous pouvez voir que la relapse-free survival est nettement en avantage pour les patients qui ont pu voir la greffe allogénique. Donc, on évite le biais de la sélection, et ceci, quel que soit le groupe de gravité de la maladie. Et là, c'est une autre façon de le voir. Vous pouvez voir ici que finalement, chez les patients qui n'ont pas été greffés, 8% sont vivants en RC à 5 ans versus 21% ici, et qui est ici la principale cause d'échec, c'est la rechute. Donc, véritablement, les leucémies de mauvais pronostic, vous le savez, sont de mauvais pronostic, et particulièrement de mauvais pronostic chez les patients les plus âgés. Il n'y a pas eu beaucoup d'études prospectives qui ont été menées dans ce cadre-là. Quelques-unes ont été reprises il y a 2 ans, enfin 1 an et demi à l'ASH. D'abord, ce sont des études rétrospectives, je viendrai sur les études prospectives après, qui montrent tous qu'en effet, la réalisation de la greffe allogénique donne un avantage aux patients. Une étude très récente, sortie en janvier de cette année, de Mohamed Soror, sur 692 patients, apporte un peu de frein à ce que je dis, enfin, semble en apporter. Globalement, ils ont regardé ce que devenaient les patients qui recevaient de la greffe allogénique dans tous ces centres, et ils ont regardé la mortalité dans un modèle d'abord non ajusté sur un certain nombre de paramètres, et très clairement, les patients qui recevaient une greffe allogénique
allait mieux. Mais quand ils ont ajusté sur d'autres paramètres, sur les paramètres les plus importants qui pouvaient expliquer la mortalité, ils ont pu retrouver ces différences en dehors de deux paramètres qui étaient importants, qui étaient le type de risque de la maladie et les patients qui avaient ou qui n'avaient pas obtenu la RCA. Donc, la conclusion, c'est de dire, en fait, il n'y a pas d'avantage de la greffe allogénique, il y a simplement une bonne sélection des patients. Et je pense que c'est un très bon élément. Et je pense que c'est la réalité. Il faut choisir les patients qui vont être greffés. Le but, c'est de pas de donner un traitement en bloc à tout le monde. C'est quelque chose qui ne marchera pas. Et il faut donc apprendre à sélectionner les patients qui peuvent bénéficier et trouver des solutions pour les autres. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est adapter les traitements qui sont donnés à ces patients fragiles pour essayer d'augmenter la proportion de patients qui peuvent recevoir la greffe allogénique dans de bonnes conditions. Donc, il y a peu d'études prospectives, comme je le disais tout à l'heure. L'une de ces études, on vous en a déjà parlé, c'est dans les MDS, rapportées par Nikolaus Groger, qui sont des patients qui ont été traités par de l'azacitidine pour 4 ou 6 cycles, et puis qui recevaient une greffe allogénique s'ils avaient un donneur HLA identique. Et donc, c'est la comparaison de ces deux groupes, ceux qui ont continué l'azacitidine et ceux qui ont pu recevoir la greffe allogénique. La médiane d'âge est de 65 ans, et vous pouvez voir ici que après un démarrage un petit peu plus compliqué, le devenir de ces patients est nettement meilleur, et ceci dans différents sous-groupes, notamment chez les sujets les plus âgés. Donc, ceci montre en effet qu'il y a un effet allogénique et que cet effet allogénique, s'il est bien encadré, peut aborder de bons résultats. Je vous disais que de quelques études prospectives aussi avaient été menées. Il y en a eu peu. Il y en a même qui ont été rapportées, mais qui n'ont pas encore été publiées. Mais globalement, on a tous dans toutes ces études-là, on a cette impression qu'il y a un véritable avantage à réaliser la greffe. Ceci étant dit, les résultats, et notamment si je mets en exergue ce qu'a montré l'étude de Mohamed Soror, montrent que ce sont des résultats qui sont en conflit. On n'a pas d'unanimité et on n'a pas une belle étude qui va montrer de façon définitive qu'il y a un avantage. Je pense que c'est lié au fait qu'on a du mal à analyser ces résultats parce qu'il y a des différences très importantes dans les différentes études et dans les différents essais qui vont considérer des conditionnements complètement différents, des populations complètement différentes, pas uniquement en termes d'âge, mais ça peut être en termes de donneurs, ça peut être en termes de maladies, et il est très difficile de pouvoir comparer ces éléments-là. Et puis en termes de suivi, dans les études que j'ai montrées, il y a des études qui ont des suivis de 2 ans, il y en a qui ont des suivis de 5 ans, et il est un peu difficile de comparer les résultats. Parce que, en fait, votre réalité à vous, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé à faire de la greffe, il n'y avait pas tellement de choix. Hein. On avait la chance éventuellement d'avoir un donneur. On avait endoxant TBI, parce qu'on développait progressivement le busulfan endoxant, donc on ne réfléchissait pas trop au conditionnement. On utilisait le méthotrexate et la cyclosporine, et on utilisait la moelle osseuse. Vous, pour réaliser une greffe, vous devez choisir parmi tous ces paramètres. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc ça fait partie, en effet, des éléments qui peuvent expliquer les différences d'une situation à l'autre. Donc, le but, ce n'est pas de trouver le traitement idéal, il n'existe pas, à mon avis. Le but, c'est véritablement de trouver le traitement qui va le mieux aux patients que vous avez en face de vous, à travers des études prospectives. Il ne faut pas faire, en effet, il ne faut pas, en effet, morceler les éléments sur ce que l'on va faire. Alors, y a-t-il des questions qu'il faut se poser concernant les patients les plus âgés? Et en fait, je vais essayer de vous les aborder sur 3 grands thèmes. Ceux qui sont liés à la greffe, ceux qui sont liés à la maladie et ceux qui sont liés au patient lui-même, en passant un peu plus de temps sur le patient lui-même. Vous avez eu un topo tout à l'heure par Patrice Chevalier sur les conditionnements. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit avec les différences entre le standard MAC et les différents conditionnements à toxicité réduite, qu'ils soient non myéloablatifs, d'intensité réduite ou myéloablatifs. Juste pour enfoncer un certain nombre de points. Il y a quelques années, on a rapporté cette étude-là, c'était l'une des premières études du conditionnement à intensité réduite chez les sujets âgés de plus de 55 ans. C'était notre définition du sujet âgé à l'époque. Maintenant, on l'a changé, on est monté plutôt à 60 ans. C'était des patients avec des donneurs familiaux compatibles qui ont reçu des PBSC et ils ont reçu le FBX2 dont on a parlé déjà à plusieurs reprises. Le résultat était quand même très intéressant. C'était prospectif.
3% de GVH grade 3-4, une mortalité à AOJ100 de 1%. Donc, c'était à une époque, parce qu'on avait commencé ça en 2010, où le traitement des sujets âgés était encore plus débattu que maintenant. La chose qui a été intéressante, à mon avis, en dehors des résultats cliniques, c'est que l'on a fait dans cette étude une étude prospective de la qualité de vie. C'est-à-dire qu'on a interrogé les patients survivants, bien sûr, sur leur qualité de vie à différents temps de la greffe et juste avant la greffe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que chez ces patients, médiane d'âge aux alentours de 60 ans, ils ont estimé à 75% que globalement, leur qualité de vie, un an après la greffe, était égale ou meilleure à celle après la greffe. Et donc, ça a été pour nous quelque chose de déterminant de se dire, finalement, on arrive à guérir la maladie, on arrive à faire survivre les patients, mais ils ont aussi une qualité de vie qui est importante. Et je pense que c'est l'un des objectifs que l'on doit toujours poursuivre. Donc, si on reste sur ces conditionnements, sur le problème des conditionnements chez ces patients âgés, ça a été abordé par Patrick ce matin. Il y a eu finalement 3 grandes études qui ont été rapportées. Je ne vais pas dans le détail parce que vous voyez, c'est des patients plutôt jeunes qui ont été sur lesquels les questions se sont posées, avec des résultats disparates. La plupart du temps, il y a un avantage au conditionnement d'intensité réduite, sauf dans les études de Scott. Mais encore une fois, ce sont les limitations que l'on peut avoir. Donc, la question n'est pas résolue. Et en fait, on a initié une étude nationale à partir de Marseille où on se pose la question de 3 types de conditionnement, 3 doses de conditionnement, BX2, BX3, BX4. C'est la seconde étude dans le monde qui pose la question de la dose-intensité. La première a été rapportée par Reginald Clift en 1990 sur la TBI. Depuis, il n'y en a plus eu véritablement, en dehors de celle de Bornhauser dont on pourrait discuter, mais qui ne considérait pas les sujets âgés. Donc cette étude, c'est les sujets de 50 à 65 ans qui avaient une LM ou une DS et qui ont reçu un donneur HLA identique comme greffon. Donc, 2 jours, 3 jours ou 4 jours de busulfan. Le reste, c'est exactement la même. Et on a inclus 177 patients. Alors, les résultats ne sont pas encore publiés, mais ils ont déjà été rapportés à l'ASH. La chose qui est intéressante, c'est que, premièrement, on pensait véritablement que les conditionnements à toxicité réduite allaient donner de meilleurs résultats, parce qu'on les pensait moins toxiques et on pensait qu'ils allaient avoir un effet plus important. On a été obligé d'arrêter la branche BX4 pour excès de toxicité. Donc ça, c'est la première des choses. Vous pouvez voir ici la mortalité de transplantation nettement plus importante avec BX4. Et en effet, le BX2 semble donner les meilleurs résultats dans cette situation. Et donc, le conditionnement à intensité réduite chez les patients les plus âgés est certainement quelque chose d'important. Donc, la dose-intensité, encore une fois, une situation où on a des résultats conflictuels, et je vous ai remis la même diapositive que tout à l'heure. Je pense que c'est pour les mêmes raisons que l'on a ces résultats sur les études qui donnent des éléments qui sont différents. Ceci étant dit, il est clair que la dose-intensité joue un rôle dans le traitement des hémopathies malignes après greffe allogénique. Un certain nombre d'éléments l'ont prouvé. Il manque des informations dans ces études-là. Vous venez d'avoir le topo de Régnier de Villiers. On ne sait pas, dans ces études-là, si les patients ont reçu des traitements post-greffe, que ce soit de la DLI, que ce soit de l'azacitidine, que ce soit des anti-FLT3. Et certainement, ça a un impact, parce qu'ils ne l'ont pas forcément reçu de façon homogène. Et deuxièmement, on peut se poser la question si ces traitements post-greffe, et c'est l'hypothèse que l'on mène à Marseille, va in fact compenser la perte d'activité antitumorale que l'on a en diminuant le traitement post-greffe. Je vous rappelle, je vous dis que dans l'étude, dans la stratégie initiale développée par Rainer Storm, utilisant les conditionnements non myéloablatifs, donc à partir de flux d'ATBI, il avait systématiquement intégré l'injection de lymphocytes en post-greffe, les DLI dont on a parlé. Donc clairement, depuis le début, le payé de Max Sweeney, c'est 1981, c'est 2001 plutôt, il y avait cette idée d'essayer d'avoir une plateforme pour faire une immunothérapie post-greffe dans les suites. Et je pense qu'on est dans cette situation. Alors, d'autres questions qui sont intéressantes à être posées, c'est devons-nous transplanter des patients âgés qui ont une LAM
qui sont en RC, mais qui ont une MRD positive. C'est certainement un débat que vous avez de façon régulière. Est-ce qu'il faut contre-indiquer la greffe? S'ils ont une MRD positive, leur devenir est très mauvais. Leur proposer un traitement palliatif à ce moment-là, ou se dire, on ne va pas la faire tout de suite, on va la faire un peu plus tard, parce qu'on va essayer d'obtenir une négativation de la MRD. Ceci va augmenter le risque de toxicité si vous faites une greffe secondaire, et puis le risque, c'est qu'il n'ait jamais la greffe. Et donc, vous l'avez vu dans mes premières diapositives, les patients qui ne reçoivent pas de greffe, dans ces situations-là, ont un devenir qui est extrêmement péjoratif. Alors, comment résoudre ceci? Il y a un certain nombre de choses qui ont été véritablement faites. Ce papier-là est intéressant. En 2019, c'est l'un des premiers où on a regardé l'évidence de la MRD par rapport à l'intensité du conditionnement. Comme vous pouvez le voir ici, en cas de MRD positive, il y a un impact extrêmement important du conditionnement avec des conditionnements un devenir après conditionnement d'intensité réduite qui est nettement moins bon. Quand la MRD est négative, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est déjà un premier pas de pouvoir se dire que finalement, quand on est en MRD négative, l'indication de l'intensité du conditionnement plus faible peut ne pas se discuter puisqu'on a une moindre toxicité. Maintenant, quand vous regardez les courbes en termes de négativité, soit avec MAC, soit avec RIC, en termes de positivité, encore une fois, avec MAC ou RIC, vous voyez que le risque de rechute est maximum quand on a des patients qui ont un RIC et qui ont une MRD positive. En termes de survie, vous voyez les résultats ici. Il y a une différence significative dans les deux branches, entre les deux conditionnements myéloablatifs ou non myéloablatifs, quand on a une MRD positive. Ce qui n'est pas vrai, comme je le disais tout à l'heure, pour MRD négative. Ceci étant dit, chose qui est importante, c'est de voir que les résultats ne sont quand même pas totalement négatifs. Je vous rappelle que les premiers chiffres que je vous ai montrés à 10 ans, des résultats qui sont de l'ordre de 2 à 3%, on est au-dessus dans ce moment-là. Donc, toute la question, c'est de savoir comment peut-on encore améliorer les résultats. Ce n'est pas forcément en ne faisant pas la greffe que l'on va sauver ces patients. Alors, dans cette problématique, il y a un autre papier beaucoup plus récent, l'année dernière, qui est sorti et que je vous invite à lire attentivement. Là, un score a été établi. Les auteurs se sont posés, c'est Murdoch, se sont posés la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas des facteurs avant la greffe qui pourraient être prédictifs du devenir des patients. Alors, on en connaît tous, on les fait, mais ils ont fait un très beau travail où ils sont basés sur, après un COX, sur 5 paramètres qui étaient importants, qui étaient la cytogénétique, qui était l'obtention de la rémission complète, ou le risque moléculaire de la maladie en donnant, grâce au COX, un certain nombre de points assignés. Mais ce n'était pas uniquement les éléments de la maladie, ce sont aussi les éléments du patient. Vous pouvez le voir ici, comorbidité ou de la maladie avec maladie secondaire. Donc, en fonction de ces éléments et des points attribués, ils ont créé des groupes de pronostics et vous voyez qu'ils sont très parlants, ces groupes pronostiques en termes de devenir des patients, puisqu'il y a en effet une différence totale entre les patients qui sont dans le score pronostic de faible risque par rapport aux autres. Et maintenant, quand vous prenez chacun de ces risques, low, intermediate, high ou very high, vous voyez qu'il n'y a pas d'impact de la MRD. Donc, la MRD est un élément dont il faut tenir compte, certainement, mais qui arrive tardivement. Et on peut certainement avoir des résultats intéressants chez des patients en faisant le pronostic auparavant et en essayant peut-être de corriger ceci, non pas juste avant la greffe, mais en amont de la greffe. Et donc ça, je soumets ça à votre sagacité. Que dire du donneur dans la situation des patients les plus âgés? Nous avions mené il y a déjà quelques années une comparaison rétrospective entre match sibling donneur, unrelated donor et haplo, qui montrait en effet qu'il n'y avait pas de grande différence dans ce devenir. On en a parlé ce matin chez des sujets de plus de 55 ans, une étude prospective qu'on est en train de publier entre haplo
et unrelated, des conditionnements différents, mais qui étaient les standards au moment où on a lancé le protocole. Et comme vous le voyez, en termes de greffe réalisée, il n'y a pas de différence. Donc, à l'heure actuelle, Aplo ou MUD revient à ce que l'on discutait un petit peu ce matin, mais le fait de pouvoir obtenir le donneur le plus rapidement possible, pas forcément le plus rapidement possible, mais au moment où on en a besoin, est quelque chose de certainement important. Donc, je dirais, il n'y a pas de place pour une greffe standard, ou du moins, on ne peut pas transposer ce que l'on fait à quelqu'un qui a 30 ans chez quelqu'un qui a 65 ou 70 ans. Il faut véritablement considérer la greffe comme une plateforme pour essayer d'avancer et d'utiliser tous les outils que l'on a, y compris les traitements post-greffe, pour contrôler véritablement la maladie. Donc, il faut véritablement adapter le traitement à chaque patient et ne pas considérer la population de patients âgés comme un bulk et une population globale. J'aime beaucoup cette phrase d'un des patients qu'a rapporté Charlie Schiffer, qui dit « Je suis quelqu'un de plus vieux, mais je ne suis pas un vieillard ». Et je pense que c'est quelque chose d'important à considérer. Donc, on en arrive au concept du vieillissement. Il y a eu quelques mots qui ont été dits tout à l'heure, je crois que c'était par Édouard, où plusieurs aspects sont à considérer. Quand on parle de vieillissement au niveau cellulaire, c'est ce qu'on appelle la géroscience. Quand on parle de late effect, on parle en fait de vieillissement au niveau des organismes, et la greffe allogénique est quelque chose d'important dans ce cadre-là. Et quand on parle de l'organisme au sens large, c'est ce qu'on appelle le vieillissement génotypique. Et ce sont des choses qui se combinent et qu'il faut qui dépendent les uns des autres, qui sont intriqués et qui permettent de peut-être mieux comprendre ce qui peut se passer. Comment évaluer de meilleure façon la situation des patients les plus âgés? Et c'est ce qu'on appelle Geriatric Assessment, le GA que vous allez voir dans plusieurs des diapositives. Il y a plein de choses qui ont été publiées et qui montrent qu'ils sont pronostiques du devenir des patients, soit en termes de fonction physique, soit en termes cognitifs, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, soit en termes de statut ou de santé mentale, et aussi en termes de polypharmacie. Quand vous voyez un patient qui a 70 ans, faites toujours attention à la liste de médicaments qu'il prend pour, attention, le diabète ou un certain nombre d'autres éléments. Et ceci permet d'avoir quelque chose qui est compréhensible, qui va dealer avec l'ensemble de ces paramètres. Et ce n'est qu'à travers ça que vous allez pouvoir véritablement voir un petit peu ce qu'il en est de vos patients et pouvoir déterminer ce que vous pouvez faire. Alors, est-ce que l'évaluation gériatrique est importante? Elle est prédictive, en effet. Un papier qui date déjà, qui montre que l'un de ces outils, ce qu'on appelle l'IADL, Instrumental Activities of Daily Living, a une importance chez le sujet de plus de 60 ans. Vous voyez, les courbes en fonction du statut de l'IADL est important. Et dans cette étude-là, ça a été associé à l'étude de la comorbidité, parce que la combinaison est certainement quelque chose d'important. Une autre étude un peu plus récente, publiée par Richard Lynn, n'a pas combiné l'IADL aux comorbidités, mais au statut de la maladie, au risque de la maladie. Et vous voyez qu'on arrive aussi à avoir un impact extrêmement important. Donc, c'est très prédictif. Alors, l'un des problèmes qu'on reproche, et notamment en oncologie, de façon un peu plus large, c'est que ça prend énormément de temps d'évaluer sur le plan gériatrique les patients. C'est 1 heure et demie de temps. Donc ça, ce sont à mon avis des problèmes de recherche. De façon pratique, il y a des choses qui peuvent être faites relativement simplement. Il y a deux études, enfin 2 types d'évaluation. Le gait speed, c'est faire marcher le patient sur 6 mètres ou 3 mètres en fonction de ce que vous faites, ou le levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous. Ça se fait très rapidement en consultation et permet déjà d'avoir une première évaluation. Et comme vous pouvez le voir, c'est prédictif. Donc, de façon routinière, il y a tout à fait la possibilité d'avoir une bonne évaluation qui permette de prédire la situation des patients. Ça ne s'arrête pas à cette évaluation gériatrique dont je parlais. Par exemple, la sarcopénie, le statut nutritionnel des patients est fondamental, notamment, je pense, chez tous les patients, mais notamment chez les patients les plus âgés. Vous pouvez voir dans cette étude ici, quand vous regardez
le BMI au diagnostic, ben, très clairement, c'est un impact extrêmement important. Ceux qui ont un BMI plus élevé au diagnostic ont un impact négatif sur la réalisation de la greffe. De façon intéressante, quand vous le regardez au moment de la greffe, ça n'a plus d'impact du tout. Ce qui est important, c'est la baisse de la BMI de façon importante entre le diagnostic et le moment de la greffe. Et ceci va, donc c'est la dénutrition des patients qui va avoir un impact sur le devenir des patients en post-greffe. La deuxième chose qui est importante, c'est la vulnérabilité sociale. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne prête pas attention. Comment le patient est isolé? Quel est le support familial, le support du milieu relationnel autour de lui? Et ça, on ne le prend pas en compte assez. Et ça, c'est quelque chose qui est déterminant dans le devenir de ces patients. Vous pouvez voir ici que la combinaison des deux, la vulnérabilité sociale et les comorbidités, va conduire à des prédictions de devenir qui sont complètement différentes en termes de mortalité de transplantation. Donc, vous voyez que progressivement, un certain nombre de paramètres sont à intégrer pour pouvoir au mieux traiter les patients. Alors, c'est bien beau de faire de la prédiction, mais c'est des études rétrospectives. À quoi ça nous sert pour faire quelque chose? Et puis, est-ce que c'est pour contre-indiquer des patients? Je pense que si on arrive à mener ces évaluations de façon relativement précoce, on peut intervenir. Et c'est ça qui est important. Il y a eu une très belle revue qui a été faite récemment qui regarde les effets de l'exercice et de l'intervention nutritionnelle chez des patients. Et vous voyez, là, c'est juste pour vous montrer différentes études, il y en a déjà pas mal, où vous voyez que l'intervention, par exemple dans l'exercice physique, doit être menée plusieurs semaines auparavant, mais doit être continuée aussi en post-greffe. Et je pense que c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention aussi. La prise en charge du patient et le succès de la greffe sur du long terme dépend aussi de votre prise en charge en post-greffe. Et tout ce que l'on doit faire en pré-greffe est très important, mais il ne faut pas relâcher la pression dans le post-greffe. Juste pour avoir une illustration, qu'est-ce que sont les éléments que l'on va intégrer dans l'évaluation gériatrique? Vous pouvez voir ici différents paramètres. Je ne vais pas dans les détails, on n'en a pas le temps, mais par exemple, l'une des choses qui est les plus importantes chez les sujets âgés, c'est l'audition. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça leur permet d'avoir une meilleure communication. Bien sûr, la fonction physique, la nutrition, la pharmacie, je n'aurai pas le temps de le détailler, mais la polypharmacie est vraiment une plaie dans ce que l'on veut faire et il faut véritablement travailler avec les pharmaciens pour qu'il y ait des consultations de pharmacie dans ce cadre-là. Donc, progressivement, il faut constituer des équipes qui voient systématiquement les patients. Alors là encore, ce sont des éléments que l'on peut faire. Est-ce que cela a un impact? Eh bien, vous voyez, les différentes choses que l'on peut faire en préhabilitation, en évaluation gériatrique, en optimisant la nutrition. Qu'est-ce qu'on parle d'optimisation nutritionnelle? Si le patient est évalué pour la greffe 6 semaines avant, peut-être on peut lui donner des compléments, un diététicien peut lui donner des compléments nutritionnels qui vont lui permettre d'avoir une meilleure situation. Et pareil pour la pharmacie. Et vous voyez, par exemple, dans cette étude, on peut voir très clairement que ceux pour lesquels il y a eu cette pratique d'amélioration et de prise en charge des déficits qu'ils peuvent avoir, quels qu'ils soient, eh bien, le risque de mortalité est diminué et la probabilité de survie est améliorée. Donc, c'est quelque chose qui est véritablement payant. Donc, pour finir, globalement, il faut considérer la greffe non pas sur deux paramètres, comme on le faisait auparavant, la maladie et le donneur. C'est plusieurs paramètres qui doivent être pris en compte. Bien sûr, la maladie, bien sûr, la transplantation, c'est le côté stress, comme c'est marqué ici, mais aussi la situation du patient lui-même et son écosystème et dans la motivation du patient. Bien sûr, vous le savez aussi bien que moi, il est très important de savoir exactement ce que le patient veut et de pouvoir le guider dans la meilleure des situations. Et ceci vous permet d'avoir un certain nombre d'éléments assez sophistiqués qui vous permet de conduire véritablement le devenir du patient en intégrant, et j'insiste beaucoup sur cet élément-là, il faut véritablement, grâce à des évaluations gériatriques, par exemple, conduire des interventions pour changer la réalité de la transplantation. Et après, il faut mettre en place tout ce que vous avez discuté aujourd'hui, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, pour discuter les modalités de transplantation. Donc, en résumé, je dirais que nous avons les outils actuels pour diminuer
le vieillissement accéléré qui est lié à la greffe. C'est l'exercice. Très clairement, c'est quelque chose d'important. C'est les interventions guidées sur l'évaluation gériatrique. C'est tout ce qui existe en termes de soins de support, et ça, c'est très important. Quelque chose qui commence à émerger, ce sont certains médicaments. Tout à l'heure, je vous parlais de l'action au niveau cellulaire, mais ce qu'on appelle les sénolytics, c'est quelque chose qui semble être important et qui peuvent certainement être abordables dans ce sujet-là. Chacun d'eux a un effet. Et certainement, le boulot que vous allez devoir conduire dans les années qui viennent, c'est de savoir comment on va pouvoir combiner ces différentes interventions. Parce que c'est ça qui est important. Il va falloir trouver des solutions, pas miracles, mais des solutions adaptées à chaque patient. Et on va avoir besoin d'études prospectives dans ce cadre-là. Donc, en conclusion, la greffe chez ces patients âgés, elle est véritablement faisable si vous adaptez le traitement. Il y a bien sûr une courbe d'apprentissage si vous n'avez pas traité beaucoup de patients de ce type-là. Ils ont des spécificités, ils ont plus de comorbidités, ils ont certainement des dommages organiques que l'on ne sous-évalue, d'où l'importance de l'évaluation gériatrique. Ils ont des résiliences tout à fait spécifiques, enfin des améliorations spécifiques qui sont à prendre en cause. La maladie a probablement des spécificités, et donc il faut pouvoir remettre en place tout ce que je viens de vous dire pour essayer d'améliorer ces résultats. Je pense que je termine là. Il faut véritablement, à mon avis, considérer chaque patient comme individuel pour pouvoir mener les meilleurs patients, et c'est vraiment la porte ouverte à une véritable médecine personnalisée en transplantation. Donc, je remercie, comme l'a fait Régnier, toutes les personnes qui travaillent à Marseille et d'autres collaborateurs ailleurs. Et juste pour vous dire qu'à la fin du mois de juin, on tient un petit workshop, c'est le 7e symposium de l'Institut Paoli-Calmette sur l'évaluation de l'innovation et de l'amélioration des traitements en transplantation. Et le thème cette année va être le sujet âgé. Je pense que vous êtes les bienvenus si vous voulez y venir. Merci. En pratique, du coup, vous greffez jusqu'à quel âge à Marseille? Le patient le plus âgé qu'on a greffé avait 78 ans. Ceci étant dit, il y a des groupes qui ont greffé à des patients de 82 ou 83 ans. Le but, à mon sens, n'est pas… C'est à chaque fois des histoires particulières, et on peut en effet arriver là. Je pense que le gros du travail, ça va être les patients qui sont entre 65 et 72 ans, parce que ce sont les patients qui physiologiquement sont en meilleur état, ceux pour qui l'espérance de vie est la meilleure et sur lesquels il va falloir travailler. Mais 1 an de plus dans l'indication de greffe que vous menez, que l'on mène, c'est une augmentation d'activité extrêmement importante. Et ça, il faut avoir les moyens de pouvoir le faire. Quand je parlais de résilience tout à l'heure, l'un des premiers patients que l'on a fait de plus de 70 ans, il y a déjà un bon nombre d'années, 73 ans. Je l'ai vu, il a eu la greffe, et quand je l'ai vu en consultation, parce qu'à cette époque-là, je voyais tous les patients au J120 de la greffe, ce monsieur avait son franc-parler, et il m'a dit, je lui ai demandé comment ça s'est passé, la greffe, et il m'a dit, ça a été horrible. Et ce n'est pas la notion que j'avais, enfin, ce n'est pas les retours que j'avais eus. Je dis, comment ça a été horrible? Ah oui, ça a été horrible. Dans votre, je ne vous dis pas les mots qu'il a utilisés, dans votre unité, j'ai passé 5 semaines et j'ai passé mon temps devant la télé. Bah, je dis, oui, j'ai horreur de la télé. J'ai horreur de la télé. Moi, ce que j'aime, c'est marcher en montagne. Ah, je dis, oui, je suis désolé. Et puis, je dis, mais ça a été mieux quand vous êtes rentré à la maison. Ça a été horrible. J'étais sur le canapé et je regardais la télé. Ça a vraiment été terrible. Donc, la réalité, il était en pleine forme, c'était 73 ans, une greffe à plot pour un lymphome en maladie mesurable. Il va très bien d'ailleurs maintenant. Mais le côté patient est quelque chose d'extrêmement important à prendre en considération. Je sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle.
Non, ça tire à sa fin. Et puis les autres orateurs n'étant pas là, je ne sais pas si vous pouvez essayer de répondre à des questions sur leur topo, mais ce sera plus complexe. Alors, je ne sais pas trop si c'est une question pour aujourd'hui ou peut-être plutôt sur une autre journée de cours. On n'a pas du tout parlé de la greffe pour les hémopathies bénignes. Et notamment, je sais que ça prend une place là pour la drépanocytose. Mais si je ne me trompe pas, il y a une séance sur l'aplasie, et je ne sais pas si les drépanocytoses sont dedans. C'est quelque chose que moi j'avais en tête, mais tu as raison, ça fait partie des... Enfin, si je peux répondre sur la drépanocytose, c'est un sujet d'actualité. D'ailleurs, on l'abordera à Marseille à la fin du mois de juin, parce que ma définition de la drépanocytose, pour la drépanocytose, le sujet âgé est un jeune adulte. C'est quelque chose d'important. C'est compliqué, la drépanocytose. Des résultats de greffe sont très enthousiasmants. La France, notamment en pédiatrie, a mené le lead sur ces éléments-là, mais il y a beaucoup de réticence à faire les greffes, et les pédiatres qui font les greffes vous diraient que c'est compliqué de le faire actuellement. Nous, on a fait que des adultes, on a traité pas beaucoup, 5 patients adultes, ils vont tous très bien. Avec le plus âgé, enfin le plus vieux, qui a 10 ans de follow-up maintenant. Comme il l'a dit 3 mois après la greffe, c'est la première fois que je vis, parce qu'il avait que des incertitudes, que des impossibilités. Il faut dire qu'il était allé à la plage et qu'il était allé en boîte de nuit, chose qu'il n'avait jamais fait. C'est compliqué parce que nous, on n'a pas en charge ces patients-là avant, et c'est pris en médecine interne, et en médecine interne, ils ont peu peur. Maintenant, si vous allez à l'ASH, moi, je suis frappé à chaque fois du nombre de topos qui sont consacrés à la drépanocytose. Donc, aux États-Unis, c'est un vrai problème, parce que certainement l'épidémiologie, mais ce sont des choses très importantes. Il va y avoir quelque chose en développement à l'heure actuelle, c'est la thérapie génique, dans ce cadre-là, qui, je ne dirais pas est concurrentielle, mais apporte quelque chose qui peut être très intéressant. Il y a eu un échec mémorable avec la tentative de Bluebird en Europe. On n'a pas pu aller plus loin que ce qu'on se préparait à faire. Il y a une étude maintenant CRISPR qui va être lancée, hein, qui devrait commencer cette année. Ça va être quelque chose d'important. Donc, je suis d'accord avec toi, la drépanocytose est quelque chose, un sujet extrêmement important dans ce cadre-là. La greffe allogénique est une bonne indication et ça marche bien. Là aussi, faut être très prudent. Ce premier patient dont je parlais, à partir du moment où on nous l'a confié, on a mis 9 mois à le greffer. Pas parce qu'on est plutôt lent et feignant, c'est que tout simplement, on a essayé de choisir la bonne fenêtre. Il a fait 2 passages en réa entre-temps. Donc, c'était compliqué. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre un topo qui parle centre autour du patient et pas que des mutations prédictives chez la personne âgée. Les deux sont importants et sont indissociables. Mais vous êtes très bon sur tout ce qui est mutation et votre boulot, ça va être aussi de s'occuper des patients et leur avis est fondamental. Merci. Merci à vous, en tout cas, d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont motivés, il y a un petit verre convivial qui s'organise au Café Grand Albert à 3 minutes à pied d'ici, où il y a une table qui est réservée avec l'AIH. Donc, n'hésitez pas si vous avez un peu de temps avant votre train. 2-3 petites annonces avant que vous partiez toutes et tous. Bon, un grand merci à Didier Blaise pour l'organisation de cette journée. Je pense que c'était, même moi qui ne suis pas greffeur, j'ai écouté jusqu'à la fin, donc c'est très bien. Et j'ai appris plein de choses. C'est une conversion que tu peux envisager. Je ferai ça, oui, en emploi-retraite, c'est ça? Cumul emploi-retraite. Donc, vous avez le programme ici. Donc, vous aurez les dates, hein, mais je vous rappelle que les 2 prochains cours, donc le 14 avril sur l'hémostase et le 12 mai sur le Hodgkin, seront à Villemain. Donc là, on va d'habitude. Et vous aurez droit à toutes les salons aplasiques avec Flore Sicre ici le 23 juin. Et alors, je voudrais faire une annonce dès maintenant, que vous mettiez dans vos agendas la date du 24 novembre. Donc, ce n'est pas tout de suite. Le 24 novembre, il y aura un séminaire. Et le soir, on aura une soirée. Je vais essayer d'avoir la salle ici. Et ça sera la soirée des métiers. C'est-à-dire, on fait une soirée où vous aurez des petits topos courts sur tout ce qu'on peut faire pendant son DES et surtout tout ce qu'on peut faire après son DES.
donc la soirée des métiers. Et l'AIH, qui est là, est chargé d'organiser les canapés lits à Paris. Hein, donc, pour tous ceux qui viendront de l'extérieur. Alors, ceux qui sont parisiens, réservez votre canapé. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, vous aurez une petite bourse pour les canapés pour qu'il y ait un hébergement, parce que malheureusement, la SFH ne pourra pas prendre en charge, je crois, l'hébergement et prendra en charge, comme d'habitude, les transports. Pour ceux qui sont en ligne, merci à vous. Ils étaient 80 en ligne, hein, j'ai compté, après 70 présents ici et 80 en ligne. Et pour ceux qui sont en ligne, inscrivez-vous aussi avec le QR code de la même façon que les présents, qu'on ait les listes les plus exhaustives possibles. Une dernière petite annonce de l'AIH. Alors, la modération, on a vu qu'aujourd'hui, c'était plus vivant. Donc, merci à Didier. Je pense qu'il a su motiver son auditoire. Peut-être que le lieu aussi est plus propice à ça. Donc, pour la prochaine fois, pour l'hémostase, on voudrait que ce soit une ville qui décide de modérer et d'aligner un peu les questions-réponses. Comme ça tournerait d'une ville à l'autre. Donc, n'hésitez pas à revenir vers l'AIH et vers moi pour vous inscrire. Sinon, on tirera une ville au sort, vous savez, comme pour le foot, ça sera pareil. Voilà. Et puis, donc, sur ce, merci à toutes et à tous. Et puis, bon retour malgré les grèves.